Bonsoir tout le monde, on se retrouve un jeudi soir et non pas un lundi, une nouvelle émission spéciale fin de mercato. On va faire le débrief et l'analyse un peu de ce mercato d'Arsenal pour cette saison 2022 et 2023 et pour cette émission un plateau 5 étoiles, 4 invités, 3 d'Arsenal French Club en dessous de moi, Thomas, Clément et Corentin. Salut les gars. Hello. Salut. Salut. Et un invité exceptionnel qui nous suit notamment sur Discord. Salut Enza, et comment tu vas? Salut, merci de l'invitation. Pas de souci, merci à toi d'avoir accepté de discuter avec nous de ce mercato. Mais avant de parler donc du mercato, on ne pouvait pas commencer cette émission sans faire un petit débrief de ce qui s'est passé hier. Je vais d'abord vous montrer un peu le sommaire de cette émission pour que vous compreniez un peu de quoi on va parler. Donc voilà, 5 sur 5, 15 points en 5 matchs. C'est parfait. Le départ canon d'Arsenal. Ça faisait 18 ans depuis la saison 2004-2005 qu'on n'avait pas vu ça. On peut pas être plus heureux de supporter Arsenal en ce moment. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça. Ensuite, on parlera forcément du mercato. Est-ce un mercato réussi ou est-ce qu'il y a des petites choses à régler? On fera le bilan des recrues de l'été et on fera également le bilan des départs. Voilà un peu pour le sommaire de cette émission. On va commencer notamment par le débrief d'Aston Villa, une victoire 2-1 avec des buts de Gabriel Martinelli et de Gabriel Jesus, et en face Douglas Ruiz qui d'ailleurs nous rejoindra peut-être, on en parlera tout à l'heure. Les gars, rapidement pour faire le débrief en quelques minutes de ce match. Je voulais commencer un peu globalement, 5 sur 5. On entend un peu partout que c'était pas des équipes difficiles, que le calendrier était assez facile, que au final c'est normal qu'on soit là, on a tout gagné, c'est assez facile. Thomas, je vais commencer par toi. Est-ce que ces 5 victoires en 5 matchs, c'était si facile que ça? Bah non, clairement, parce que je veux bien qu'on ait peut-être un match pour moi qui était peut-être en dessous, celui de Bournemouth. Mais clairement, les autres sont des équipes qui ont montré dès le début de saison qu'ils étaient capables de rivaliser avec des gros. Je prends pour exemple Fulham qui était à deux doigts de la victoire face à Liverpool, qui a mené, qui s'est fait rattraper en fin de match, mais qui a vraiment qui était dangereux avec eux. On a vu Crystal Palace également qui a été très difficile à manœuvrer pour Manchester City. Voilà, on a des équipes qui ont l'air comme ça sur le papier peut-être un peu plus faibles, sauf que c'est la première ligue et qu'on a des équipes qui sont très bien armées aujourd'hui. On a peut-être des gros aussi en début de saison qui sont un peu moins bien. Donc voilà, tous les points vont être difficiles à prendre. Les prendre contre les petits, c'est compliqué, mais surtout être régulier, puisqu'on n'a pas perdu un seul point depuis le début. Clairement, c'est une vraie performance. J'en profite également pour dire bonsoir tout le monde dans le chat. N'hésitez pas, encore une fois, comme d'habitude. Vous connaissez un peu nos habitudes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce mercato, des victoires, enfin voilà, des sujets dont on parle, à nous dire ce que vous en pensez dans le chat. Je l'ai devant les yeux, je vous relancerai. Euh, Anzai, je vais me tourner vers toi. Même question que pour Thomas. Le 5 sur 5, finalement, il y avait quand même des adversaires compliqués, notamment on pense à Fulham qui a accroché Liverpool, Crystal Palace qui est très chaud en ce début de saison. Voilà, c'est pas forcément si facile que ça d'aller accrocher 5 victoires en 5 matchs. Je rejoins aussi l'avis de Thomas. Il y avait des équipes et la première ligue fait que chaque match sont difficiles. Mais je pense que de nos performances, surtout, on rend les matchs plus faciles. Et c'est ce qui faisait aussi la différence par rapport à l'année dernière notamment. C'est qu'on est beaucoup plus fort et beaucoup plus. On sait qu'on est fort et donc on rend les matchs difficiles. Et les équipes, quand elles viennent, notamment à l'Emirates, elles se disent ben, ça va être compliqué de gagner, on n'y croit pas. Alors que peut-être que l'année dernière ou les années d'avant, ils se disaient ben, l'Emirates, j'ai une chance. Et Mm. maintenant, c'est un peu plus difficile. Et c'est ce qui change notamment en termes de statut. Voilà, on est devenu une équipe où ben, on sait qu'on vient chez nous, on serre les dents, quoi. Et moi, ce qui me surprend le plus, je vais dire, c'est l'intensité qu'on met dès le début du match. Notamment, on a marqué, je crois, sur 4 des 5 matchs, on met des buts avant la 30e minute. Et vraiment, moi, c'est ce qui me surprend par rapport à l'année dernière, où il y avait notamment beaucoup de matchs, comme je me souviens, le match où on gagne 1-0 avec le coup franc d'Odegaard.
c'est des matchs assez poussifs où parfois en première mi-temps, on n'arrivait pas à se procurer des occasions. Et là, je trouve, comparé à l'année dernière, dès le début, on rentre dans le match, on a faim, on a l'impression qu'on saute sur la gorge des défenseurs adverses et qu'on met une intensité folle dès la première minute. Dans le chat, Raiders9Z qui nous dit comment s'organiser si pas de nouvelles recrues sans Partey ni Mohamed El-Neni, plus de vrais 6 à disposition. C'est vrai que là, j'avais noté de parler de Sambi, on peut en parler maintenant. Corentin, est-ce que pour toi, d'après ce qu'on a vu hier, et puis par rapport peut-être aussi à la saison dernière, est-ce que pour toi, pour l'instant, Sambi est capable de tenir ce rôle de numéro 6, encore beaucoup trop léger, et on en reparlera également plus tard, il lui faut un backup? Franchement, avec ce qu'on a vu hier soir, il m'a vachement rassuré dans son positionnement, dans ses passes, dans ses transitions. Je pense qu'il y a aussi une grosse progression chez Sambi par rapport à l'année dernière. On sentait qu'il était soit pas au niveau physique, soit très hésitant dans les relances. Là, on l'a vraiment senti en confiance. Moi, je pense qu'il peut tenir le rôle. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas la durée de la blessure de El-Neni et Partey exactement. Donc, c'est un petit peu compliqué de se projeter avec Sambi si c'est sur plusieurs mois. Donc, là-dessus, c'est vrai qu'il y a une vraie interrogation. Après, moi, sur le match de hier, il m'a convaincu. Je pense on verra dimanche comment il s'en sort, mais si on n'a pas de 6 en backup, je pense que c'est pas la fin du monde, quoi. Ouais, si vous inquiétez pas, si je tourne la tête vers la droite de mon écran, c'est que j'ai Twitter à côté, donc c'est juste pour savoir s'il y a des nouvelles infos qui sortent au fur et à mesure de la soirée. Clément, tu es le dernier sur lequel je ne me suis pas tourné. Sambi, qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que peut-être face à des équipes peut-être plus fortes, ça a un peu le même problème que l'année dernière où il sera un peu léger quand même? Je suis un peu de cet avis-là. Alors, je nuance un peu ce que disait Corentin. Moi, il m'a rassuré aussi, dans le sens où, effectivement, la saison passée, on l'a vu des fois faire des matchs complètement pataugés où il était perdu. Là, ça n'a pas été le cas. Après, de là à dire ce qui m'a convaincu, déjà, c'est trop tôt pour le dire, parce qu'effectivement, on l'a vu que de manière très réduite. Et voilà, déjà, rassuré, oui. Après, moi, j'ai toujours un doute quant à sa capacité à enchaîner les matchs, à rester constant et à venir jouer le rôle qu'un Partey a habituellement dans l'équipe. Je serais beaucoup plus rassuré si tu parlais d'un backup pour Sambi. Pour moi, Sambi, il a plus le profil d'un backup, justement. Donc, je serais plus rassuré avec un joueur auquel on a un peu plus de certitude. Dans le chat, on nous parle de pourquoi pas William Saliba en numéro 6 pour dépanner, pourquoi pas White en 6 pour dépanner. Comme je te vois faire un nom de la tête, tu n'es pas d'accord. Non, je suis pas d'accord pour faire trop de bricolage, surtout sur un William Saliba qui a bien pris ses marques, qui est hyper performant à son poste. C'est un des derniers que je bougerais de place. Sambi, si on a Sambi et qu'il a été pas si mauvais que ça, écoutez, il faut faire avec les moyens du bord, mais faut garder des gens à leur poste, quoi. Faut essayer de faire avec ce qu'on a. Chaka fera aussi un peu descendra un peu plus, montera sûrement un peu moins haut. Mais non, il y a des limites à mon avis au bricolage, il faut faire attention. Je vois aussi la Just69 qui parle de Zinchenko, qui aussi peut être intéressant à ce poste-là. On a vu que Tierney commençait à revenir progressivement. On sait que ça allait nous servir à un moment donné, la polyvalence de Zinchenko. Voilà, moi je le vois très bien jouer au milieu à ce poste-là. Moi, en tout cas, ça me rassurait de voir plutôt Zinchenko ou Sambi plutôt que d'aller inventer un truc trop compliqué. Et puis on verra peut-être dimanche face à United quelle sera la compo, puisque finalement ça sera peut-être Zinchenko semblait être préservé hier soir pour le match, donc peut-être que ce sera lui qui sera titulaire et Tierney reprendra son poste de latéral, ou Sambi continuera vu sa prestation d'hier.
Juste pour finir sur ce débrief, on va pas trop s'attarder dessus. C'était pas le sujet de la soirée, mais je voulais quand même en parler. Anzai, depuis le début de la saison, on voit qu'Arsenal, par rapport à peut-être à des années précédentes, a un mental et réagit très vite. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai pas vu la stat précisément, mais j'ai vu passer en tout cas la stat sur le fait que dans tous les matchs où on a encaissé un but, on a tout de suite réagi, remis un but très rapidement. Est-ce que ça te rassure de voir cette mentalité et cette réactivité par rapport à des années précédentes, par exemple, où on était peut-être un peu trop lent pour réagir? Bien évidemment, ça me rassure. Leicester, c'est le match notamment où 2 fois on subit et 2 fois on marque dans la minute. Fulham aussi, c'est un match où on dominait, on se prend un but et on revient à 2-1 notamment. Donc moi, ça me rassure et aussi, même c'est des choses qu'on n'était tout simplement pas capable de faire l'année dernière, d'avoir la force de revenir. On l'avait fait une seule fois contre Wolverhampton, avec notamment le but de Pépé, puis la Casette contre 5 ans. Enfin, Mhm. la Casette suivie d'un contre 5 ans. Et ça montre, je pense, qu'en termes de confiance et en termes de qualité, on est une équipe qui, quand on le veut, on a la possibilité d'élever le niveau de jeu et de réagir. Et ça marche aussi avec l'arbitrage aussi, c'est qu'on est devenu une équipe qui est plus fort que les événements, que ce soit des buts sur des corners. Par exemple, le but de hier sur corner, il vient de nulle part. Ils avaient 0 occasion, mais on prend un but parce que c'est la première ligue et tant qu'il n'y a qu'un but d'écart, une occasion, ça suffit. Mais on montre qu'on est plus fort que les événements et que ce soit des contre 5 ans, notamment aussi de Saliba, de Gabriel, on arrive à revenir et on arrive à tout simplement à garder la maîtrise du match. Je vois qu'on me dit que mon micro apparemment coupe de nouveau par moment. N'hésitez pas à me le dire dans le chat si c'est le cas. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit plus le cas, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire si mon micro coupe, parce que c'est surtout en replay que ce sera peut-être embêtant, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, je le verrai, et j'essaierai de régler le souci en direct avec vous. Clément, même question pour Anzai. Cette nouvelle, on va dire, mentalité de réactivité, on va dire, d'Arsenal, c'est quand même appréciable quand on suit le match de savoir que cette équipe est capable directement de se remettre à attaquer et de marquer en fait. Ah ouais, carrément. Après, il y a aussi un petit côté, ça donne l'impression qu'on peut marquer quand on veut et on veut pas jusqu'à ce qu'on soit un peu dans la sauce, tu vois. Donc, des fois, on se dit pourquoi on tue pas le match plutôt que de jouer en réaction. Mais ouais, carrément, c'est vrai que c'est vachement appréciable de sentir qu'il y a zéro panique. Et un peu ce que disait André tout à l'heure, c'est qu'on joue comme des favoris. On sait que, entre guillemets, théoriquement, on est censé être meilleur que l'équipe d'en face. Il n'y a pas de panique, on développe notre jeu et puis on reprend le dessus tout de suite. Et j'aime bien la notion que Kanza a abordée, celle d'être plus fort que les événements. Les saisons passées, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments contingents qui étaient hors de notre contrôle, qui pouvaient nous mettre dedans et sur lesquels on s'attardait et qui nous mettaient un peu dans le mal pendant le match. Là, quoi qu'il arrive, on sait que de toute façon, on s'en sortira parce qu'on est bon, parce qu'on est sûr de nos forces et puis qu'on arrive à faire la différence. Donc ouais, carrément, c'est vachement appréciable, surtout par rapport au contraste que ça présente par rapport aux saisons passées. Vient le match maintenant de dimanche, on joue United, Corentin. Est-ce qu'on fait la passe de 6 ou est-ce que tu sens le piège? Bah, moi j'espère la passe de 6 quand même, parce que ce serait magnifique, ça confirmerait tout le merveilleux début de saison qu'on a effectué jusqu'à présent. Après, c'est sûr que c'est un match piège. United a envie de se relancer aussi dans le championnat vu leur départ, je dirais pas catastrophique, mais très mauvais. Donc je pense que eux, ils auront à cœur de se relancer face à nous, chez eux. Mais après, c'est un vrai test pour notre équipe et j'ai hâte de voir comment on va répondre. Vrai gros déplacement contre un rival qui plus est. Donc, mais j'ai vraiment confiance en l'équipe. Anzai, ton sentiment sur United, match piège ou et finalement peut-être match référence, 6 victoires? Je pense, oui. United, c'est toujours particulier parce que, notamment, je me souviens du 3-1 qu'on avait gagné au match retour la dernière fois. C'est toujours des matchs à haute intensité. On l'a vu notamment United contre Liverpool. Ils sont capables de produire beaucoup de courses, un match à intensité.
Après, voilà, je pense que si on arrive à faire comme les matchs qu'on a fait, une grande intensité dès le début, et on va compter aussi sur le réalisme, parce qu'on a vu que selon les matchs, on avait plus ou moins de réalisme. Bournemouth, on avait 3-0 assez rapidement, avec notamment 2 buts d'Odegaard. Mais hier, contre Fulham, on a notamment un peu pêché sur ce domaine-là, ce qui fait qu'on a eu qu'un but d'avance. Donc je pense qu'il faudra être sûr de nos forces, sûr de notre jeu, mais je pense que ça va être un match, en tout cas, beau à voir et avec beaucoup d'intensité. Je pense qu'on sera peut-être plus juste techniquement qu'eux. Donc à nous d'essayer d'être plus réalistes. En tout cas, on espère le 6 victoires en 6 matchs. Je n'ai pas la stat de si ça a déjà été fait dans notre histoire. Je suis pas sûr qu'on l'ait déjà fait dans notre histoire. Le 5 sur 5, je savais que c'était en 2004-2005. Je suis pas sûr qu'on l'avait déjà fait avant, ou en tout cas 2 fois, je crois, dans notre histoire. Mais le 6 sur 6, faudrait qu'on regarde la statistique, mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà fait. Et ça marquerait en plus contre United un début de saison absolument incroyable que je pense beaucoup d'entre nous n'ont jamais vu de leur vie en tant que fan d'Arsenal. Bref, passons désormais à la grosse, on va dire le sujet de l'émission, c'est-à-dire ce mercato. Et je vais vous demander, mes amis, si avant qu'on aille sur les dernières rumeurs, je vais vous demander notamment si vous pensez, alors la note que vous voulez donner à ce mercato. Est-ce un mercato réussi? On va faire dans l'ordre des caméras. Dans le chat, je vais vous demander également de me donner une note et on en parlera après. Anzai, ta note sur 20 du mercato d'Arsenal pour le moment, sachant qu'on n'a pas, c'est pas encore fini. Je pense que je serai autour de 17 sur 20, qui monterait vers 18 sur 20 si à l'arrivée d'un autre, notamment milieu de terrain, qui a joué hier, comme par hasard. Mais je pense que globalement, on s'est renforcé à des postes clés, notamment en pointe. Gabriel Jesus, c'était le plus grand manque. On avait perdu Aubameyang, on avait perdu Lacazette. En hiver, on était là, est-ce qu'on fait Vlahovic? Est-ce qu'on surpaye un Isaac 70 millions, 90 millions? Est-ce qu'on fait d'autres pistes? Et finalement, on a attendu l'été avec la certitude quasiment d'avoir Jesus malgré la concurrence, parce qu'on savait qu'Arteta le connaissait et Jesus voulait venir pour prendre une dimension. Et c'est ce qu'il est en train de faire, prendre une nouvelle dimension à Arsenal. Et Zinchenko aussi, parce que Kieran Tierney, on a vu qu'il était beaucoup blessé. Zinchenko aussi apporte plus et autre chose dans le jeu, puisqu'il est capable d'avoir un espèce de faux rôle d'ailier gauche qui vient dans le milieu de terrain. Donc je pense qu'on est tout simplement le meilleur mercato peut-être de Première Ligue. Et on est d'ailleurs le seul, pour moi, la seule équipe qui n'a surpayé aucun joueur. City a surpayé le milieu de terrain Phillips. Chelsea ont surpayé notamment Fofana et Cucurella. United, ils ont surpayé Anthony, Casemiro, Martinez. Donc on a fait aussi un mercato intelligent et un mercato où au final on se dit Jésus c'est 4 millions, Zinchenko 35 millions, Vera 40 millions. On se renforce, on améliore le 11, on améliore aussi les 15 joueurs quoi, pour avoir un peu de rotation avec Vieira, avec Zinchenko, Tierney. Et donc pour moi c'est vraiment un 17 sur 20 à peu près. 17 pour Anzai dans le chat. Hein, allez-y pour vos notes. On en parlera après des notes que vous mettez. 17 pour Anzai. Corentin, puisqu'on fait dans l'ordre, ta note. Ouais, moi ça tournerait autour de 17 sur 20 aussi, je pense. Même 18 sur 20. Que c'est vrai que le coup de Gabriel Jesus et Zinchenko, c'est vraiment une masterclass. Je pense qu'on se renforce à 2 postes clés avec 2 joueurs qui ont l'expérience de la gagne avec City. Et, donc ouais, c'est vraiment un très très bon mercato pour moi personnellement. Après voilà, j'aurais pu mettre plus si Cédric était parti, mais bon, on va pas faire la fine bouche. Je crois que tu as quelque chose contre Cédric. Je crois qu'on va quand ce sera ton anniversaire, je pense qu'on va faire une cagnotte et on va t'offrir un maillot de Cédric juste avant qu'il parte. Oui. Comme ça. Juste un prêt de Cédric et c'était un 19,5. Et on te demandera d'aller à l'Emirates et de mettre le maillot. Voilà. Tu seras obligé de dormir avec pendant une semaine. Voilà. T'es obligé de le mettre. Mais on va te l'offrir ce maillot. Je pense que tu y tiens. Ce serait trop dur. Je vais lire vos notes dans le chat juste après. On finit. Clément, ta note sur 20 pour ce mercato, sachant qu'encore une fois, il n'est pas fini. Peut-être que les notes augmenteront si on signe d'ici la fin de la soirée. Peut-être un joueur qui s'appellerait Douglas Luiz, qui semble, en tout cas, on va voir si ce sera accepté. L'offre d'Arsenal sera acceptée. Clément, ta note.
C'est pour ça, moi, comme on peut s'attendre encore à des surprises, je vais laisser un peu plus de place entre ma note et le 20 maximum. Je vais mettre un bon 16. Parce que bon, très bon mercato, très clairement, Zinchenko et Jesus, je vais rien dire de plus que ce qui a été dit avant. C'était archi pertinent, c'est archi bien joué, on n'a rien surpayé. Et puis on a vu les résultats quasi immédiatement, quoi. Les mecs se sont intégrés parfaitement à l'équipe et prennent leurs responsabilités, et puis ils ont haussé le niveau global de l'équipe. Après, je mets 16 parce que je pense qu'il y a encore un peu de place, sachant que ne serait-ce que par rapport à l'objectif du board, qui était aussi, on a parlé d'un ailier, on a parlé d'un milieu qui pour l'instant n'est pas là. Donc il y avait encore un peu de place. On a beaucoup parlé des arrivées, je veux aussi parler de la manière dont sont gérés les joueurs en ce qui concerne les prêts. Parce que bon, Saliba, c'est pas proprement parler un joueur qui est arrivé cette saison, mais malgré tout, on a beaucoup testé ce sujet d'Arteta parce que on comprenait pas forcément bien ce qu'il voulait faire au début avec Saliba. Au final, on se rend compte que il revient et il est prêt pour jouer et il a un niveau de fou. Là, il est encore en train de nous faire une dinguerie avec Tavares, qui est devenu un véritable joueur de foot du côté de Marseille. C'était quand même inopiné. Et je trouve que globalement, même si on met ça en perspective avec le taf qui est fait sur les autres saisons, avec Ben White qui est arrivé la saison dernière, tout ce qui est fait est archi cohérent. Il n'y a pas de panic buy, c'est réfléchi. Non seulement c'est efficace, mais en plus c'est respectable la manière qu'on a de bosser. Donc, gros mercato. Non, Corentin, on t'a grillé en train de manger. Ça m'a fait marrer la tête que t'as fait. Bref. Tu nous as dit Clément 16 pour toi. Hein. C'est ça ce qu'on retient de ton intervention. Et on finira, je lirai vos réactions après. Je vais remonter le chat pour les lire. Thomas, tu es le dernier. Alors attends, que je récapitule. On a eu un 17, Corentin 18. Clément 16, on a toutes les notes quasiment à partir de 15. Thomas, quelle note tu donnes? Ouais, moi je serais autour plutôt de 18, moi, comme Corentin, parce que je trouve que dans la réalité actuelle du marché, qui est hyper compliqué, où tout le monde est surpayé, où t'as des joueurs qui vont plus avoir de valeur marchande à un moment donné, enfin bref, qui sont des puits sans fond. Je trouve qu'on a été hyper intelligent et vous avez pas mal parlé des arrivées, j'y reviendrai pas trop. Mais comme disait Clément, moi les départs, franchement, quand tu vois qu'on arrive à sortir du Bellerin, du Torreira, j'ai la liste là, Mavropanos, Maitland-Niles, Pablo Mari, des mecs que personne ne veut, et personne ne veut quoi. On a réussi à s'en sortir pour au moins ne plus payer les salaires ou en une toute petite partie. Pareil, Nicolas Pepe, enfin ça reste des joueurs qui étaient en très grande partie déboulés, qui apportaient plus rien ou rien du tout et qui restaient des charges pour le club. Donc tout ça, c'est quand même un énorme travail qui a été fait. Et franchement, là-dessus, on a assuré. Et à côté de ça, on a quelques recrues qui sont qui comptent pour deux joueurs, quoi, quasiment. Saliba, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que c'était pas si évident que ça de pouvoir le conserver, de le motiver pour qu'il reste. Longoria est venu à Londres pour venir le chercher avec la Champions League, avec machin, avec voilà, tu seras la star de l'équipe et tout. Non, fallait quand même, à mon avis, sérieusement, enfin, donner de sérieux arguments pour qu'il joue avec nous, qu'il se batte pour sa place, etc. Donc je pense que au niveau de nos exigences, je trouve que 18 c'est excellent. Moi, franchement, si on signe Douglas Luiz avant la fin du mercato, moi, c'est 20. Enfin, je veux dire, faut pas oublier qu'il y a un principe de réalité, qu'il y a tout un tas de concurrents qui ont voulu nous piquer Jesus, qui ont voulu nous piquer Zinchenko, etc. On les a. Soyons très 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 contents de ce qui se passe. Quand on voit le mercato hivernal qu'on a fait, on était dégoûté de récupérer personne, etc. Où c'était hyper compliqué. Franchement, on est très bien aujourd'hui. Normal que Clément ressemble à Lucas Paqueta. Encore, tu m'as pas vu au pied. Tu vas bientôt signer à West Ham, Clément. Alors attendez. C'est clairement le club londonien que j'envisage. Hein. Si je peux me permettre, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que comparé aux années d'avant, on fait le mercato avant la pré-saison. Et du coup, on aborde la pré-saison avec les grandes recrues, notamment Zinchenko et Jesus. Et ce qui permet aussi un bon début et un 5 sur 5. C'est que on arrive, les joueurs ont fait la pré-saison, ils ont eu 4-5 matchs avec l'équipe. Et direct, le premier match, on est prêt.
Alors, c'est clair. que je c'est clair. remonte juste un peu avant qu'on parle en détail de ce mercato, que je remonte juste un peu vos notes. Alors, Wiener, ce qui nous dit 15, à l'heure actuelle, il faut l'arrivée d'un milieu de terrain solide en 6 pour avoir un 16 sur 20. Pour moi, car niveau vente, on est vraiment mauvais. Soda Sama qui nous dit 16 sur 20, manque des joueurs pour faire tourner ou faire monter les jeunes, mais faut les tester en coupe avant que ça reste ça reste léger pour le moment, et Vieira, il faut le faire jouer également. Ça, c'est plutôt vrai. Je pense qu'on a tous envie de voir Vieira jouer, mais on aura l'occasion de le voir avec tous les matchs qui vont s'enchaîner en septembre et octobre. Alors, où est-ce que c'est Gagou62 qui nous dit moi je dirais 15, des très bons renforts, mais au milieu nous sommes encore justes, et j'attends aussi de voir les 40 millions investis sur Vieira. Et niveau départ, c'est un bon ménage, mais je regrette que nous laissions partir nos joueurs pour rien ou à moindre coût. Oui, ça il faut s'en référer à la série All or Nothing, où on voit, où il y a l'interview aussi d'Edu qui disait qu'il préférait que les joueurs partent plutôt que de les laisser au club et pourrir le vestiaire. Mais c'est vrai que ça nous fait quand même des pertes, même si on gagne au final on gagne de l'argent sur les salaires sur le long terme, on va dire, même si le club est perdant dans tous les cas, mais voilà. Est-ce qu'il y a une autre note que je n'ai pas vue? Oui, Araf06 qui nous dit 15 sur 20 pour ma part, et on doit trouver un 6 du niveau de Partey, voire même plus, car avec ses blessures, plus le fait que chaque hiver il partira à la CAN, il nous faut un très bon 6, plus ailier droit buteur, plus un très bon arrière droit, et on a un effectif qui pourra jouer toutes les compétitions, même avec blessure, car Arsenal, on est connu pour cela. Et c'est pour le coup, pour la dernière partie de ton message, c'est vrai qu'en ce début de saison, on n'est pas épargné par les blessures depuis le dernier match. Mais ça fait beaucoup de. Tu veux beaucoup de joueurs à la fin. Moi, je voudrais Haaland, Mbappé, Ouais, ça fait beaucoup de joueurs. Vlahovic et Van Dijk aussi. Voilà. Et il y a Max. Je vais pas lire la suite du pseudo, sinon je me ferai avoir. Max qui nous dit 15 rayons au niveau des arrivées, 19 au niveau de la gestion des indésirables. Voilà, on a, en tout cas, de ce que je peux lire, le mercato est plutôt réussi quand même. Je crois on doit être sur une moyenne de 16 sur 20 entre vous tous. Donc voilà, pour vous c'est un mercato, réussi. Reste plus que donc à parler pour qu'il soit peut-être meilleur, parler des dernières rumeurs. De ce qui s'est passé aujourd'hui, vous me dites si je me trompe, j'ai pas pu trop suivre la journée à cause du taf, mais de ce que j'ai pu noter, pour les départs, donc Bellerin semble se diriger vers Barcelone. C'est semblerait-il, une résiliation de contrat, et donc on économiserait son salaire. Ainsley Maitland-Niles est parti hier soir, je crois, pour Southampton en prêt. C'est un prêt avec une option d'achat. Et au niveau des arrivées, on serait sur donc Douglas Ruiz, le joueur d'Aston Villa qui a marqué contre nous d'ailleurs hier soir. De ce que j'ai Il n'a pas célébré. Oh, il a un peu célébré quand même en se tournant vers son public. Hein. Bref. Donc, selon les dernières infos, alors peut-être que j'en ai loupé, vous me direz encore une fois. Donc, David Ornstein de The Athletic dirait que il y aurait une offre à 25 millions de livres, une deuxième offre, parce que la première a été refusée par Aston Villa, donc une deuxième offre à 25 millions de livres, et celle-là, en tout cas, le joueur semble prêt à venir chez nous. C'est Aston Villa qui ne semble pas prêt à le lâcher. Donc voilà, on va voir ce que ça donne dans les prochaines minutes, les prochaines heures, puisqu'il ne reste plus que 2 heure française pour livrer les papiers à la Première Ligue et que les transferts se fassent. Qu'est-ce que vous pensez déjà de Douglas Ruiz, Anzai? Sur le profil, c'est tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire un 6 qui peut jouer 8, grand, physique, technique. Comme le projet, moins de 25 ans, je crois qu'il a 24 ans si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. PL Proven aussi, il a 3 saisons à plus de 30 matchs, si je ne me trompe pas aussi. Donc voilà, c'est un joueur, sur le profil, c'est vraiment le joueur qui peut évoluer en 6 devant la défense et être le remplaçant notamment de Partey qui est souvent blessé. Et donc, ou évoluer peut-être en 8 à la place de Xhaka potentiellement. Mais voilà, c'est vraiment en termes de profil, ça coche toutes les cases. Et aussi en termes de prix, je pense que ça a l'air très acceptable. Là, on parle de 25 millions, donc on est autour de 25-30 millions d'euros. Et je me dis que peut-être que c'est pas le meilleur joueur, mais que pour avoir un meilleur joueur, comme Rice, comme Neves, comme
De Jong, peut-être qu'il faut débourser 100 millions d'euros. Et donc, je me dis, vaut mieux un Luiz à 30 millions que 100 millions qu'on n'a pas forcément la latitude financière de faire. Ah, c'est Luiz, ouais. C'est ton Euh, accent aussi, on s'est dit peut-être que. Non, mais oui, mais j'étais, mon micro était coupé sur OBS, mais du coup, je disais merci Max pour de m'avoir fait dire que c'était Douglas Luiz. Je dis Ruiz depuis tout à l'heure, mais personne me le dit. Alors merci d'être là pour me faire, enfin, pour me corriger. Je l'ai dit avant que j'étais fatigué, donc j'allais faire des petites erreurs. Merci beaucoup en tout cas, c'est Douglas Luiz. Je sais pas pourquoi je dis Ruiz depuis tout à l'heure. Bref. Désolé pour cette petite erreur, ça va, c'est pas trop grave, mais bon, je préfère quand même être carré sur ce que je dis. Corentin, qu'est-ce que tu penserais de la signature d'un Douglas Luiz? Bah, c'est vrai, comme l'a dit Hanzai, c'est un joueur qui a déjà un petit peu d'expérience en PL, 3 saisons. Il a joué beaucoup de matchs avec Aston Villa, donc il connaît le championnat, il connaît l'intensité. Comme il l'a dit, 25 millions, c'est pas trop cher encore pour un milieu jeune. Voilà, PL proven, comme il a dit. Moi, si on le signe, je suis content, mais si on le signe pas, c'est pas grave. Comme j'ai dit au début, moi, Lokonga, ça m'irait très bien, le temps de récupérer El Neni et Partey. Moi, là où j'ai peur, c'est que si on signe Luis pour 25 millions, après, on aurait peut-être un petit peu une surcharge au milieu si on a tout le monde qui est fit. Parce que ça ferait du coup Partey, El Neni, Xhaka, Lokonga et potentiellement Zinchenko aussi qui peut jouer au milieu. Donc ça ferait quand même beaucoup de milieu. Après, on a beaucoup d'échéances aussi, donc ça contrebalance la pensée. Mais ouais, pourquoi pas. Après, si on peut faire ce petit coup dans la dernière heure, là, moi, je suis pas contre. Clément, ouais, Thomas, vas-y, ton avis Pardon, sur Douglas Luiz. ouais, Je je fais suis en faire l'air. direct je suis en direct sur Twitter et je regarde il y a un mec qui fait le tour de la maison de Douglas Luiz depuis tout à l'heure. Ça va rester ça, Il y a- merci beaucoup les gars. Et il y a un van noir qui attend apparemment le joueur depuis tout à l'heure. Et là, il vient de finir son tour, le van vient de partir. Ils savent pas si le van est parti avec le joueur. Donc c'est assez drôle. On a l'impression d'être dans une émission de télé-réalité. Mais apparemment, voilà, je vous donne les infos du direct de ce qui tourne en ce moment. Les Anglais sont absolument tarés quand il non, mais s'agit c'est de fou. transfert. C'était quoi? C'était qui? C'était quel transfert avec où il suivait le vol du joueur, le vol Ah aérien du oui, joueur. oui, c'est vrai. T'as raison, je sais plus qui c'est. Oui. Il y a pas si longtemps que ça en plus. C'était pas Thomas Partey justement? Ah, peut-être. Il y a quelques années où ils avaient suivi le vol du. Enfin bref, les Anglais, les supporters d'Arsenal en général, les supporters en général sont tarés quand il Eden s'agit Donker, de suivre les. Oui, vas-y. Eden Donker vient d'être officialisé clairement à Aston Villa il y a 2 minutes. Ce qui pourrait libérer peut-être dans les minutes, les heures qui viennent, le transfert de Douglas Luiz. Je vais faire attention maintenant à Arsenal si en tout cas Aston Villa décide qu'il accepte qu'il parte et nous si on met peut-être le 5 millions supplémentaires s'il Pardon. décide de nous emmerder avec le prix du joueur. Clément, ton avis sur Douglas Luiz, voilà, est-ce que c'est le profil qu'il nous faut, sachant que Thomas Partey se pète souvent et que Mohamed Elneny pourrait être absent assez longtemps et que Sambi Lokonga semble meilleur que la saison dernière, mais en tout cas il n'a pas assez fait de match pour qu'on puisse le savoir, mais peut-être encore léger sur la longueur en Première Ligue. Moi, j'aime bien l'idée de ce transfert. C'est un peu dans le même état d'esprit de ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on se base vraiment pas forcément uniquement sur l'opportunité d'avoir un joueur un peu clinquant ou quoi, mais vraiment sur nos besoins. Par rapport à ce que Corentin disait, je pense qu'il vaut mieux avoir trop de joueurs que pas assez. De toute façon, vu la saison qui nous attend, au niveau des rotations qu'on va devoir faire, un milieu de terrain en plus, c'est pas acheté, quoi. Voilà, après, effectivement, c'est pas le nom le plus ronflant qu'on a pu entendre être associé à Arsenal ces derniers jours. On a parlé de Tillmans, de Mudryk, l'Ukrainien du Shakhtar, là.
Mais effectivement, en termes de rapport qualité-prix et de pertinence vis-à-vis de nos besoins immédiats et même à moyen terme pour la saison à venir, j'aime bien, je suis plutôt enthousiaste. Je me fais bait sur Twitter depuis tout à l'heure parce que je vois 2 fois breaking avec les grosses sirènes où c'est écrit Aston Villa have confirmed, mais ils disent pas, et en fait c'est Den Donker, c'est pas du tout, donc je me fais bait en me disant oh ça y est on a signé. Bref, on vous tient au courant, en tout cas on est tous sur Twitter pour savoir ce qui se passe. Donc où est-ce qu'on en était à parler de Douglas Lewis. Est-ce que vous êtes heureux, pas forcément heureux, mais satisfait des départs de Bellerin et de Ainsley Maitland-Niles? Hanzai, je vais me tourner vers toi. Il fallait finalement qu'on les laisse partir. Alors Bellerin, c'est une résiliation de contrat et Maitland-Niles, c'est un prêt avec une option d'achat pour Southampton. Je pense que l'aspect important, c'est qu'on veut un groupe où 100% des joueurs sont tout simplement intéressés et participent au projet et on veut pas de joueurs qui sont un peu à côté. Et juste la chose, moi, que je vais mettre l'accent, et je vais laisser les autres parler un peu plus sur les départs ou les joueurs, c'est que ça arrive dans tous les clubs. On regarde Bale au Real Madrid, on regarde Mata qui est resté une éternité à Manchester United avec un salaire énorme, on regarde Kepa qui est encore à Chelsea avec un salaire énorme, il joue quasiment pas. Il faut comprendre que, comme l'a dit Edu dans l'interview sur Alan Dumping, c'est que les joueurs comme ça qui ont plus de 25 ans, qui même parfois plus de 30 ans, qui ont arrêté de jouer à un gros salaire, personne n'en veut et souvent ça finit le contrat. Donc moi je préfère qu'on mette à terme 1 an, 2 ans avant ou qu'on trouve des solutions vers des prêts, quitte à perdre de l'argent, de toute façon on gagne le salaire et ça permet d'assainir le groupe et d'avoir vraiment 100% des joueurs qui sont focus et qui sont là pour la première ligue. Corentin, Aymen, Bellerin, fallait qu'on s'en débarrasse, fallait qu'il parte. Ben oui, et moi ça m'énerve un peu qu'on ait dû attendre la fin du mercato pour pas s'en débarrasser, mais pour trouver une solution avec eux. C'est vrai qu'on avait même eu un petit peu le cas similaire avec Bellerin l'année dernière, où Betis Séville, je crois que ça se fait dans la dernière heure. Donc ouais, c'est les joueurs, après c'est compliqué de s'en débarrasser, puisqu'il y a gros salaire, surtout Bellerin. Maitland-Niles, c'est vrai que on sait toujours pas son poste, alors c'est quand même censé être un joueur confirmé. Il a 25 ans. Ouais, 25 ans, on sait toujours pas s'il est plus fort à droite ou au milieu, donc les joueurs, c'est quand même compliqué des joueurs comme ça, mais après je suis très content qu'on ait réussi à leur trouver une porte de sortie qui leur convient, j'espère, même si Bellerin, je suis un peu inquiet pour lui au Barça parce que je ne sais pas s'il va forcément trouver du temps de jeu alors que au Betis Séville il semblait s'épanouir, il avait trouvé une équipe qui lui convenait. Donc pas forcément heureux pour lui, pour sa destination. Après voilà, il fallait de toute façon son aventure avec Arsenal, je pense qu'elle est achevée depuis 2 ans maintenant et c'était la meilleure chose à faire pour lui. Mais sinon, niveau, ouais, je pense que c'est la meilleure chose pour nous. On ne pouvait pas les garder de toute façon dans l'effectif. Ils n'auraient pas joué de toute façon. C'est une connerie. Je vais y arriver avec mon micro. Je vois plusieurs messages dans le chat sur Bellerin. Donc Bellerin, c'est Viners qui nous dit Bellerin, c'est dommage, il a 27 ans. Si je me trompe pas, il y avait quand même un petit billet à faire. Oui, c'est vrai, mais bon, à un moment, si on veut s'en débarrasser, il faut faire comme Edu a dit, il faut libérer le joueur. Et surtout que là, comme on en parlait juste avant de débuter l'émission, on économise surtout son salaire en fait. Ça fait quand même plusieurs millions de salaires, plusieurs millions de salaires d'économiser, donc c'est pas négligeable. Et This is Speed qui nous dit Bellerin, on a réussi à avoir un pourcentage à la revente alors qu'il signe qu'1 an et donc peut être libre l'été prochain. Oui, alors ça, les clauses de contrat et etc. Ça rentre dans des détails. On verra. Il y aurait une clause aussi pour Aubameyang et du coup on recevrait un petit cachet s'il part bien à Chelsea pour.
D'ailleurs, sur 7. Ouais, On- ouais. et d'ailleurs, puisqu'on parlait des dernières rumeurs, je voulais finir là-dessus en parlant d'Aubameyang. Tu fais la transition parfaite. Et d'ailleurs, je vais te donner la parole sur Aubameyang. Qu'est-ce que tu penses de son transfert à Chelsea en l'espace de 6 mois? Aubameyang, il est passé enfin, un an quasiment, il est passé de potentielle légende avec le numéro 14 d'Arsenal à plus de capitana. On s'en sépare en janvier. Il signe à Chelsea 6 mois après un passage à Barcelone. Enfin voilà, qu'est-ce que tu en penses d'Aubameyang? C'est vrai que vu comme ça, on se dit, bah, Chelsea c'est un club rival et ça reste toujours difficile de rejoindre un club rival quand on a tatoué le logo d'Arsenal sur son bras. Il a tatoué le logo d'Arsenal. Après, pour le joueur, il nous a donné 2 ans magnifiques avec plus de 20 buts. Donc ça, il faudra pas l'oublier. On le félicite pour ces 2 saisons. Après, on a vu que sur les 2 suivantes, si je m'abuse, bah, c'était plus compliqué dans le jeu. Dès qu'il marquait pas, on voyait que dans le jeu, c'était très difficile. Donc après, pour le joueur, moi, je peux pas lui en vouloir. Barça vient de faire Lewandowski, il va quasiment pas jouer au Barça. Il peut venir à Chelsea et potentiellement être titulaire, jouer en Champions League. C'est difficile pour lui de refuser ce contrat-là. Il a 33 ans, il aura un contrat de 2+1, ce qui est quand même assez impressionnant pour un joueur qui, déjà chez nous, montrait des limites en termes de physique, en termes de capacité à enchaîner les matchs, en termes d'implication dans le jeu. Et après, je suis quand même moins gêné parce qu'il rejoint le club, on va dire, plus en fin de vie que par exemple Robin van Persie qui rejoignait Manchester United pour gagner un titre dans la forme de sa vie dans son prime, quoi. Donc je suis un peu moins gêné. Pour le joueur, je me dis, bah, à la place du joueur, moi j'aurais peut-être fait pareil parce que je préfère jouer à Chelsea la Ligue des Champions que cirer le banc de Lewandowski. D'ailleurs, on en profite pour. Là, on parle du sportif, hein, mais on en profite pour. Ça me fait un peu cringe de dire ça, mais on sait qu'il a été agressé à son domicile à Barcelone ces derniers jours et qu'il aurait la mâchoire cassée et en tentant de protéger sa famille. Donc bon, voilà. Au-delà je pense qu'il y avait aussi l'aspect partir de Barcelone qui a dû rentrer en compte. Donc on va lui trouver aussi des circonstances atténuantes. Mais sur le sportif, on va rester sur le sportif bien évidemment. Clément, ton avis sur ce transfert d'Aubameyang, qui, on le rappelle, hein, comme tu le disais, Anzai a un tatouage avec ses enfants et le maillot d'Arsenal tatoué sur son bras, je crois. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de ce transfert? Moi, ça m'indiffère un peu, pour tout dire. Je comprends son choix. J'ai pas un attachement suffisant à ce gars-là et pour ce qu'il a donné au club pour que ça me touche comme ça avait pu le faire à l'époque pour le fourbe hollandais dont Hansa a fait mention il y a quelques minutes. Et voilà, effectivement, merci pour les désolés que tu as fait. Le tatouage, le 14 et la célébration dorée pendant le derby, on savait tous que c'était too much déjà. Bon bah voilà, c'est un gars comme ça, il aime le show et puis voilà, je lui souhaite le meilleur, sauf contre nous. Et puis voilà, pas rien de particulier à l'égard de ce transfert. Bon, alors on va suivre le feuilleton Douglas Lewis avec Zisty Speed et Thomas. Thomas, est-ce que tu peux nous faire un rapport sur ce qu'il se passe en ce moment? Donc, on disait tout à l'heure que le van était suivi devant la maison d'Aston de Douglas Lewis. Il est parti. Apparemment, sur les caméras de surveillance, on voit le camion partir en direction de je ne sais où. Je ne connais pas cette route-là. Je ne sais pas si c'est en direction. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est Il va assez faire ses On sait courses. même pas s'il est dans le van. Bref. assez incroyable. Bien Donc, le mec, il sûr, est- si c'est vrai, on dira que c'était du premier degré et qu'on savait, mais voilà, Bien le sûr. prenez pas au premier degré, hein, bien évidemment. Mais comme quoi, les fans sont totalement tarés sur ce genre de choses. Et ça se trouve, c'est lui, il est en train de partir à sa signature à Colny et on verra les images demain. Bref, c'était le plein Douglas Lewis dans son van et on vous fera un rapport toutes les demi-heures sur ce sujet. Bref, passons. Désormais, on a fait un peu les dernières rumeurs, on a parlé d'Aubameyang aussi. Parlons désormais des recrues estivales. On l'a quand même bien développé depuis le début de la saison avec nos différentes émissions du Arsenal French Monday depuis début août. Mais voilà, reparlons puisqu'on fait une émission spéciale Mercato. On va bien sûr en parler de ce Mercato et des arrivées. Anzai, je vais commencer par toi.
Bon, voilà. Qui est-ce qui te. On les a déjà vus à l'œuvre, mais voilà. Qu'est-ce que tu penses de ces arrivées et quel joueur t'a le plus impressionné pour ce début de saison? Bon, forcément, moi je vais dire Gabriel Jesus, mais je vais laisser d'autres parts de son jeu pour d'autres qui les choisiraient. Moi, j'ai parlé de son côté physique qui m'a le plus surpris. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, je pensais pas qu'il allait être aussi capable de garder le ballon. Par exemple, on l'a vu hier sur l'action contre Mings, il passe devant, hop, il lui met un coup de physique. On a l'impression que Mings, c'est une chips, alors que le mec il fait 2 mètres 90 kilos, quoi. On avait aussi l'action, notamment sur le dégagement de Ramsdale, hop, il se met contre dos le joueur, hop, le joueur il tombe en face, alors que bah, Gabriel Jesus, on va dire, il est plutôt petit. L'action aussi qui a mené au but de Odegaard où il fait la course, il prend le ballon, il résiste à l'adversaire, il fait 1, 2, 3 dribbles, le bon choix, etc. Donc moi, ce qui m'impressionne le plus, notamment sur Jesus, c'est le côté physique et ça montre que ben, pour être un joueur physique, il ne faut pas forcément faire 2 mètres, 90 kilos, être une grande perche et s'appeler Giroud ou autre chose, ou Haaland. Ils sont vraiment des monstres physiques. Et que si on travaille les appuis, qu'on a un centre bas du corps et qu'on travaille un peu, on peut avoir un niveau où ben, on résiste à l'adversité, on est capable sur le côté physique ben, d'être là tout simplement. Ça et le côté aussi où on le voit à gauche, à droite, et il est vraiment partout sur le terrain. Ouais, pour faire un point plus global forcément sur les arrivées, je ne l'ai pas fait juste avant d'en parler, mais c'est vrai qu'on a recruté Gabriel Jesus pour 52 millions d'euros de Manchester City, Zinchenko pour 35 millions de Manchester City, Fabio Vieira en provenance de Porto qui n'a pas encore joué avec nous puisqu'il était blessé en arrivant pour 35 millions d'euros, Matt Turner, le gardien numéro 2, on l'a signé, mais c'était en janvier dernier, donc on va dire la facture, son prix n'est pas pris en compte pour cet été. Mais voilà, il venait de New England en MLS, si je dis pas de bêtises. Et puis bah j'ai compté aussi Saliba en recrue, puisque William Saliba, même s'il était prêté ces dernières saisons, c'est quasiment comme une nouvelle recrue. On l'avait jamais vu jouer avec nous. Donc pour moi, je le compte comme un transfert, enfin comme une nouvelle recrue. Et on le voit depuis le début de la saison, c'est vraiment une nouvelle recrue en défense centrale. Anzai, tu as parlé de Gabriel Jesus. Corentin, de qui veux-tu parler pour ces recrues estivales? Ouais, c'est vrai que tu as raison de parler de Saliba comme nouvelle recrue parce qu'il n'avait pas joué encore avec nous. Et là, en fait, on le sent vraiment on le ressent, nous, comme une nouvelle recrue parce que il a tellement fait une différence instantanée. Je me souviens, le premier match qu'il fait, c'est contre Bournemouth, c'est ça notre premier match? Leicester. Leicester. Saliba, le premier match? Ouais, le premier match de Saliba. Le premier match de la saison, on s'en souvient même plus, c'était contre Palace. Crystal Palace, merci. Crystal Palace, voilà. On se souvient même plus de qui on avait battu au début de la saison. C'est clair. Je deviens fou. Mais Oui, ouais, son premier match de Première Ligue, enfin, j'avais l'impression qu'il en avait fait, mais j'avais l'impression qu'il en avait fait 50 avant, voire 2 saisons, 3 saisons dans les pattes, quoi. Et c'est fou la maturité que ce mec nous apporte, alors qu'avant il n'avait jamais mis un pied sur une pelouse de Première Ligue. Et ouais, le but qu'il marque, celui du gauche, enfin c'est ce but c'est incroyable. Enfin, donc là oui c'était ce but-là quand c'était contre Bournemouth. Enfin, vraiment je suis vraiment stupéfait par sa puissance physique, sa relance, sa Et qualité de passe. son Enfin, intelligence de placement aussi. ouais, son intelligence, ouais. On l'a vu, il était un petit peu plus discret face à Aston Villa, mais il était quand même très bien positionné. Il a répondu au duel physique. Franchement, en fait, ça sonne comme une recrue, enfin comme une recrue parce on n'avait pas eu de défenseur comme ça depuis très longtemps, quoi. Donc, franchement, j'ai l'impression que grâce à lui, on a enfin trouvé notre back four titulaire si Zinchenko ne se blesse pas, avec White positionné à droite et Saliba du coup avec Gabriel. J'avais des doutes sur le fait qu'ils soient complémentaires les deux, mais les 5 premiers matchs, ils m'ont donné tort. Et franchement, je suis vraiment stupéfait par ces prestations. Alors, on va faire juste une petite pause dernière rumeur, puisque
David Ornstein, donc The GOAT des journalistes, nous sort donc une confirmation pour Hector Bellerin. Donc il a signé un contrat d'1 an avec Barcelone et le contrat, enfin en tout cas le transfert a été transféré à la Liga pour qu'il soit accepté. Le latéral droit donc de 27 ans, je vous traduis ça en même temps, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Le latéral droit de 27 ans donc part à Barcelone, donc c'est un transfert libre après 10 ans à Arsenal, et Arsenal a une clause de revente de 25% apparemment. Donc voilà, selon les informations donc bien sûr de David Ornstein. Clément, le joueur dont tu veux parler pour ces recrues estivales, qui c'est qui t'impressionne le plus? Avant de parler du joueur que j'ai choisi, donc ce sera Zinchenko, je vais faire mon mea culpa parce que je faisais partie des rares qui n'étaient pas emballés par l'arrivée de Gabriel Jesus. Le flair du mec, hein, incroyable. C'est-à-dire que je savais que c'était un bon joueur, mais je sais pas, j'arrivais pas à être enthousiaste ou quoi. Et puis bon, bah là, au final, maintenant, je me frotte les mains comme tous les supporters et je suis ravi qu'il ait signé chez nous. Mais celui que je veux mettre à l'honneur, moi, c'est Zinchenko, parce qu'au-delà de son niveau de jeu, donc, qui est très bon, je trouve qu'il a une influence sur le terrain et surtout sur ses autres coéquipiers qui est archi impressionnante. Je pense notamment particulièrement à Xhaka. Alors, est-ce que c'est intégralement lié à l'arrivée de Zinchenko? Je ne sais pas, mais je trouve que depuis le début de saison, Xhaka, il revit le gars. Genre, on dirait un autre joueur, et il est vachement pur sur le terrain, il se donne, il fait des courses en profondeur. Là, on l'a vu sur le dernier match, déborder sur le côté gauche de la surface pour aller centrer. Genre, c'est une situation qu'on a vue genre une fois en 97 et puis depuis plus jamais, quoi. C'est ce qui amène le but Et, en plus. ouais, voilà. Et je trouve que, alors que chacun a l'air d'être aussi dans un nouvel état d'esprit et d'être vachement bien dans ses pompes, quoi. Mais j'ai vraiment l'impression que Zinchenko, déjà, c'est un très bon joueur en tant que tel, et qu'en plus de ça, il est archi bénéfique pour les joueurs avec lesquels il évolue. Et voilà, c'est vraiment un recrutement. Alors, c'est moins clinquant que Jesus, parce que ça met moins de buts et moins de petits ponts. Et Zinchenko, vraiment, je trouve ça archi pertinent, c'est très malin. Et pour l'heure, c'est archi efficace, quoi. Donc, voilà. Décidément, vous n'êtes pas très attentif ce soir parce que j'ai oublié Marquinhos dans les recrues et vous me l'avez pas dit. Donc voilà, encore une fois, c'est parce qu'on l'a oublié aussi. encore une fois, encore une fois, carton pour vous. J'allais justement en parler en plus. Voilà, non mais vous êtes même pas là pour me rattraper dans mes conneries ce soir parce que la fatigue est présente. Mais donc voilà, on a signé en plus Marquinhos qui n'a pas encore fait de première apparition sous le maillot d'Arsenal, qui a fait des apparitions par contre avec les U21. Ou les U23 d'ailleurs, enfin bref, les jeunes, et qui a été assez impressionnant, ce qui lui a valu ses premières, on va dire, il a été dans le groupe pour la première fois les 2 derniers matchs. Donc voilà, Marquinhos aussi, nouvelle recrue. Et donc Tom, tu voulais en parler, ce qui fait parfaitement la transition, et c'était bien sûr fait exprès de ma part de te faire la passe décisive comme ça. Non, oui, bah du coup, rien de plus à rajouter par rapport à ce qu'on s'est dit. Moi, Marquinhos, pour moi, je pensais vraiment qu'il allait partir en prêt très vite et que on le verrait pas avant 1 an ou 2. Et puis, je me suis amusé à regarder un peu ses matchs avec nos U23. Il est impressionnant. Franchement, physiquement, techniquement, il surpasse de loin le niveau U23. Et il est hyper confiant. Ça, c'est un truc de fou, la confiance avec laquelle il arrive et à laquelle il déboîte tout le monde. Alors après, on sait que il peut y avoir un gap assez important entre l'équipe première et les U23. On l'avait vu avec Balogun notamment, où ça pouvait être compliqué, même si aujourd'hui, moi j'ai été le voir jouer avec Reims hier soir. Il est impressionnant, hein. Il est au-dessus de la mêlée au stade de Reims, et même en Ligue 1, voilà, il est quand même impressionnant. Donc Marquinhos, en sachant que Reiss Nelson s'est blessé très gravement, qu'on va pas recruter d'ailier avant la trêve hivernale, il peut clairement, à mon avis, rentrer, voire même être titu en coupe, sans problème. Et je pense qu'il sera vraiment intéressant.
Alors qu'on voit qu'Aubameyang est arrivé à Londres pour signer son contrat. Bref, c'est ce qui semblait, c'est ce qui anime Twitter depuis désormais quelques minutes. Pour faire un peu plus globalement, on va dire l'analyse de ce mercato. Gabriel Jesus, 25 ans. Zinchenko, 25 ans. Fabio Vieira, 22 ans. Matt Turner, 28 ans. Bon, c'est le gardien, donc on va dire que c'est hors catégorie. Saliba, qui n'est pas vraiment un transfert, mais qui a 21 ans. Et Marquinhos, 19 ans. On voit notamment également avec l'année dernière où on a signé Tomiyasu, White, Ramsdale et j'en passe. On voit cette nouvelle stratégie Oh, c'est officiel. de... Douglas Luiz, Arsenal. Attends, Yes. attends. Fabricio Romano, here we go. 30 millions de livres sur 5 ans jusqu'à juin 2027. Mais attends, mais comment t'as l'info? Très étudiant le truc. Je vous poste C'est le. Attends, je cherche vite la page là. Mais attends, Vas-y, moi je l'ai pas là, comment tu l'as toi? Il vient juste de s'afficher, je vous le mets dans la discussion, les gars. Non mais attends, pourquoi je l'ai pas moi? Fabricio. T'es où Je me suis pas fait avoir. Dites-moi que je me suis pas fait T'es où, avoir. t'es où Fabrizio? Attends. Est-ce que tu t'es fait avoir, je pense, hein, mais. Donc t'as pas le bon Romano. Ouais, c'est pas le bon Romano. Voilà, il tu est t'es trop fait, nul, tu t'es Thomas. fait Oh, avoir. qu'est-ce qu'il est nul. Voilà. Oh, le nulard. Voilà. Tu t'es fait avoir. C'est Ah, Fabrizio, la mais il y a un vache. 1 à la place du I. Bravo. Ah là 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 Oh, là, le je suis nul. vraiment une tanche. Ah bah voilà. La fake news diffusée en direct par Arsenal Fans Club. Thomas, Je voulais être le tu. premier, voilà, tu vois. Tu sors de l'aventure, Thomas. Ouais, C'est fini merci. pour toi. Bonne soirée à vous. Ciao. Voilà, bah super, tu m'as coupé. Maintenant, je sais plus où j'en étais. Putain. Le mec, il a créé un compte exprès. Ça, franchement, je pense que je vais le retrouver, le gars. Je vais m'en occuper. J'en étais où? T'évoquais l'âge des nouvelles recrues. Merci tout le monde. Excuse-moi. Thomas, du coup, finis ma question puisque c'est ta punition. Voilà, finis ma question. Allez, c'est à toi. Un projet de jeunes, de jeunes recrues, très certainement pour récupérer de belles ventes par la suite. Donc, prochaine étape, qui pensez-vous que nous allons vendre l'année prochaine, avec qui on se fera un bon bénéfice? Je vous laisse choisir. Est-ce que c'est Saka, Smith Rowe, Martinelli, qui va mettre 150 millions sur un de nos joueurs? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Voilà. Et je me suis bien rattrapé. Hein. On a tout de suite oublié mon gros flop il y a 2 secondes. Et qui va vouloir répondre à cette question? Question. Par contre, dans le chat, on s'égare totalement ce soir, mais c'est pas grave. On te traite de Spurs dans le chat. Alors je pense que là. Alors là, ça c'est ma copine est une grande fan d'Harry Kane, mais c'est tout. C'est tout ce qu'il y a, tout ce qui peut exister. Déjà trop. Ah bah écoute, je fais ce que je peux, mais voilà. Pas possible. Alors j'ai une info qui elle peut être vraie. C'est Aston Villa are considering, donc Aston Villa est en train de considérer la dernière offre d'Arsenal pour Douglas Luiz de 23 millions de livres plus 2 millions de bonus selon Sky Sports. Alors on va voir, on va attendre que ce soit vérifié cette info, mais en tout cas voilà, celle-là elle est Sky Sports, c'est pas le fake Fabrizio Romano. Voilà. Oh, allez. C'était tellement ridicule, putain, j'ai honte. allez les gars. Bon, on va enchaîner parce que sinon on est parti on va finir à je sais pas quelle heure cette émission. Je disais donc l'âge des joueurs. Voilà. Est-ce que vous kiffez cette stratégie globale, Anzai, de ces jeunes joueurs avec finalement de l'expérience déjà, qui sont des joueurs solides, avec du caractère et bien sûr beaucoup de talent. Alors dit comme ça, c'est sûr que t'as pas le choix de répondre que oui, t'aimes bien. Moi j'aime bien. Aussi, je pense que la différence, notamment avec le deuxième mercato comparé au premier, c'est qu'on prend des joueurs un peu plus confirmés, notamment du côté de City, avec Gabriel Jesus, avec Zinchenko, qui ont des joueurs, bon, Zinchenko un peu moins joué, mais qui ont l'expérience du plus haut niveau avec la Ligue des Champions en ayant joué des matchs en titulaire, notamment Jesus en finale de Ligue des Champions. Non, en demi-finale, pardon.
C'était contre le Real. Donc voilà, je pense que c'est aussi un mercato intelligent. On a pris des jeunes joueurs qui étaient très méconnus, comme par exemple Tomiyasu. Personne ne connaissait. Odegaard, c'était un grand talent, mais on ne pensait pas qu'il allait percer autant après une période difficile au Real Madrid et après en demi-teinte à la Real Sociedad. Et c'est ce qu'avait dit Edu sur Alone of Things, c'est on crée des joueurs qui forcément vont monter, qu'on peut revendre. Moi, je pense que Tavares va potentiellement être celui qu'on va revendre en ayant fait Kieran Tierney, en ayant fait Zinchenko. Si son prix se passe bien à l'OM, on peut en le revendre pour 30 millions peut-être par là. Voilà, on aura fait un bénéfice énorme. On l'a acheté 7 millions d'euros. Et ça participe aussi, on est l'équipe la plus jeune et on est une équipe qui peut courir. On court beaucoup, on peut faire un pressing fort. On a des joueurs aussi qui sont malléables et je pense que c'est important pour Arteta d'avoir des joueurs qui sont capables d'apprendre un nouveau plan de jeu, une nouvelle tactique, une façon de traiter, une façon de jouer, une façon d'évoluer. Et en fait, on peut façonner les joueurs de la façon dont on veut. Et on n'a pas forcément des joueurs qui sont butés ou qui sont pas capables tactiquement ou techniquement ou même avec l'intelligence de jeu d'évoluer avec ce que veut Arteta. Alors, je vois un peu partout des tweets à voir la source, si c'est vrai ou T'inquiète, on le pas. partagera. Mais c'est apparemment Arsenal serait en train d'abandonner la piste Douglas Lewis et ne ferait pas de troisième offre. Alors après, c'est le Télégraphe, donc on va prendre des pincettes pour cette offre. Hein. Et je vois un tweet aussi qui dit que Fabrizio Romano, le vrai, Je crois que j'ai vu le même. est en train de dire que on est en train de toujours continuer de poursuivre la piste Douglas Lewis, mais que Aston Villa est dur en affaires et qu'ils veulent le garder. Donc on va voir. Mais bref, on verra ce qu'il en pense. Ce qui se passe pour la suite de cette soirée. Clément, on en avait déjà parlé dans de précédentes émissions, mais voilà, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie maintenant d'Arsenal? Est-ce qu'on est sur la bonne voie finalement pour retrouver les sommets qu'on attend? C'est un peu la méthode qu'avait arrêté Wenger dans ces dernières années aussi, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup sur des jeunes très très talentueux, à fort potentiel. Et bon, bah, malheureusement, les reventes derrière, c'était pas forcément choisi parce qu'on se faisait dépouiller parce qu'il y avait un stade à payer, quoi. Et ouais, on renoue un peu avec ce qu'on pourrait faire les années passées. Et puis, ouais, c'est le côté frais, un peu jeune comme ça, des joueurs qui arrivent. Ça donne un attachement aussi certain à des joueurs qu'on découvre et qu'on voit monter sous nos couleurs. Et je pense qu'il y a aussi peut-être un côté Arteta, les joueurs confirmés qu'il a eu et qui étaient censés être les leaders récemment, c'est Oba et Laka, où c'était pas forcément simple humainement, a priori. Je pense qu'il y a aussi ce côté où, effectivement, sans que ce soit péjoratif, mais les jeunes joueurs sont peut-être plus malléables et donc ils sont plus à même de s'adapter à ce que Arteta veut en faire. Donc c'est pertinent. Et puis en tant que fan, en se détachant un peu du sportif, je trouve que ça fait une équipe attachante. Donc ouais, à tout point de vue, ça me paraît être une stratégie payante. Pour finir sur cette stratégie, Thomas, est-ce que le fait d'avoir des recrues jeunes comme ça qui se donnent à fond sur le terrain, on le voit là, même l'année dernière et cette saison, ce début de saison également, ça redonne aussi, on va dire que c'est un tout, c'est global, on voit l'Emirates et tous les fans globalement, on va dire être vraiment à fond, à fond, à fond et de plus en plus y croire, en tout cas vraiment retomber amoureux de l'équipe alors enfin, clairement, on n'en pouvait plus ces dernières saisons par rapport à ce qui se passait et par rapport aux résultats et par rapport à tout ce qui se passait en interne et au club. C'est aussi ça le nouveau Arsenal, c'est tous les fans sont derrière le club et on supporte à fond l'équipe. Ouais, c'est clair. Il y a ça, et puis il y a le fait qu'on a aussi recruté des joueurs qui avaient envie de venir, qui étaient convaincus par le projet, qui étaient convaincus par l'image d'Arsenal d'une manière ou d'une autre, mais du coup qui avaient un engagement sincère envers le club. Et je me souviens de deux déclarations d'Arteta cet hiver pour Vlahovic et la même chose là pour Rafinha, où il expliquait clairement que si un joueur n'avait pas envie de venir, ça servait à rien de rajouter 10 ou 15 millions pour le faire venir. Lui, je pense que l'histoire Aubameyang l'a quand même marqué
personnellement. Il a beaucoup parlé de confiance, il a beaucoup parlé de cette envie-là de faire partie du groupe, de faire partie de l'avenir, des valeurs du club, qu'on n'était pas au-dessus du club, etc. Et c'est clairement les valeurs qu'il a envie de conserver, qu'il a envie de maintenir. Et je pense que les supporters l'ont compris, les supporters le ressentent. Et tu vois, moi-même, je pense à un Saliba que je trouvais un peu encore fermé, enfin en tout cas pas très expressif et tout. Là récemment, tu l'as vu sauter dans tous les sens dès qu'on marquait un but et tout. Enfin, tu vois que lui aussi, ça y est, il se relâche, il a envie, enfin qu'on saute dans tous les sens à chaque fois qu'on marque un but. Enfin, je veux dire, c'est génial, quoi. T'es obligé d'avoir envie de partager ça avec eux. Et c'est pareil, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Le public te suit, donc tu as envie de te donner à fond. Tu te donnes à fond, le public te suit, et c'est un cercle vertueux, quoi. Je viens de voir qu'on a une news de Miguel Aziz, donc ça va me faire la transition parfaite avec les départs. C'est magnifique. Ça s'enchaîne d'une manière absolument incroyable ce soir. C'était calculé. Donc, exactement. Donc voilà, en plus on avait fini de parler des arrières, donc on va parler des départs. Et pour parler des départs, donc Miguel Aziz, joueur de l'académie, donc qui rejoint en prêt Ibiza. Je crois que je vais cliquer sur le lien du club pour voir exactement. Ibiza, donc en D2 espagnol, et donc à 19 ans. Donc il part en prêt pour une saison. Est-ce qu'il y a une option d'achat? J'ai pas l'impression qu'il y ait une option d'achat. Donc on va voir s'il y en a une en tout cas, ou si c'est sans option d'achat. Mais en tout cas voilà, Miguel Aziz qui part en prêt en D2 espagnol à Ibiza. Pour parler des départs, je vais faire le récap. Vous voyez, regardez cette feuille. Voilà tous les départs cette saison. Donc ça fait une feuille entière. Je vais la mettre. Voilà, c'est long, mais voilà. Donc pour faire dans l'ordre. Les effets spéciaux sont impressionnants dans cette émission. Pour faire dans l'ordre. Gendouzi, donc qui était déjà parti, mais voilà, l'option d'achat a été levée. On a récupéré 11 millions d'euros de la part de l'OM, ce qui est quand même pas mal, même s'il aurait peut-être mérité mieux en termes de prix pour un talent, en tout cas un potentiel le potentiel qu'a Gendouzi, pardon. Torreira est parti pour 6 millions d'euros à Galatasaray. Bernd Leno est parti pour 9 millions d'euros, bonus compris, à Fulham. On l'a vu le week-end dernier, où il a fallu qu'il fasse une boulette après beaucoup d'arrêts pour qu'on remporte le match face à Fulham. Mavropanos, qu'on n'a pas trop vu jouer avec Arsenal, mais voilà, il est définitivement transféré à Stuttgart. On a récupéré environ 3 millions d'euros. Lacazette est parti libre à l'Olympique Lyonnais à la fin de son contrat. Tavares est parti en prêt à l'OM, et ça se passe plutôt bien, puisque Nuno Tavares a marqué 3 buts sur ses 5 derniers matchs. Et lors du dernier match, il a mis une barre, donc il aurait en plus à chaque fois, c'est son pied droit quasiment. Donc Nuno Tavares, et c'est sans option d'achat, donc très bon prêt pour l'instant à l'OM. Nicolas Pepe est parti en prêt à Nice sans option d'achat. Pablo Mari est parti en prêt à Monza en Italie avec une option d'achat. Austin Trusty, qu'on a récupéré de MLS, il est parti en prêt directement à Birmingham. On ne l'a pas vu jouer avec nous. Alex Runarsson est parti en prêt à Alanyaspor en Turquie. Ainsley Maitland-Niles est parti à Southampton en prêt avec une option d'achat. Vous voyez, c'est long, hein, et c'est pas fini. Ça, c'est pour les joueurs qui étaient dans l'équipe première. Pour les jeunes, on a donc le gardien Okonkwo qui est parti en prêt à Crew Alexandra en Ligue 2. Folarin Balogun qui est parti en prêt à Reims. Là aussi, c'est un plutôt réussi puisqu'il a marqué 4 buts, je crois, dont un but et une passe décisive ces derniers jours. C'est sans option d'achat. Patino est en prêt à Blackpool en D2 en Championship. Marcelo Flores est en prêt au Real Oviedo en D2 espagnol. Oulad M. End, je le dis pas très bien, est parti en prêt à Hull City en D2. Et Brooke Norton-Cuffy est parti en prêt à Rotterdam en D2 également. Voilà, c'était long, mais on a fait le ménage. Les jeunes sont partis en prêt pour gagner de l'expérience. Ceux qui étaient dans l'effectif de l'équipe première sont partis. Même question qu'on a un peu posée tout à l'heure, Anzai. Est-ce que tu aimes, ça te fait plaisir, on va dire, de voir que le club
fait le ménage? Alors globalement oui. Bon, les prêts des jeunes, hormis les gros, bon, c'est des choses, c'est un peu difficile d'y voir clair parce que c'est vraiment des très jeunes qu'on connaît pas forcément et qui vont sûrement être reprêtés l'année d'après. Mais pour les gros comme Balogun, sûrement comme Pepe ou comme Tavares, c'est des joueurs qu'on voit déjà être performants. Bon, Pepe, on espère qu'il le sera, on verra sa saison, mais c'est des joueurs où Balogun, il a mis, je crois, 4 buts et une passe décisive en 5 matchs, je crois, quelque chose comme ça. Tavares aussi, je crois, il a mis 3 ou 4 buts pour un piston, ce qui est assez impressionnant. Donc c'est aussi, je pense, la plus grande force d'Arsenal cette saison, c'est qu'on arrive à prêter des joueurs qui sont performants comparé aux années d'avant où je me souviens pas de prêts qu'on fait où le joueur vraiment il casse tout dans un championnat en plus comme la Ligue 1. Bon, ça reste la Ligue 1 quoi, c'est pas la D3 brésilienne ou D4 d'un pays ou d'un championnat un peu moindre quoi. Donc sur ce point c'est vraiment intéressant et sur les autres départs comme des joueurs comme Bellerin, comme AMN ou comme Marie. Je pense que c'est vraiment assainir le club, assainir le groupe. C'est des joueurs qui étaient voulus par d'autres coachs, c'est très important, comme Pepe qui était voulu par Emery notamment ou avant. Ou c'est des joueurs qui ne correspondent pas forcément au profil, trop âgés, n'ont pas l'intelligence tactique pour évoluer sur Arteta. Et donc on fait le ménage, on veut un groupe qui soit à l'image d'Arteta, jeune, intelligent et qui soit capable de presser, de courir et d'évoluer avec lui. Et peut-être espérer aussi progresser, avoir un groupe d'ici 3-4 ans se dire que dans 3-4 ans, il y aura encore des jeunes qui auront moins de 27 ans et qui auront atteint leur meilleur niveau de jeu alors qu'on voit leur niveau aujourd'hui, ça donne envie quoi. Et oui, bien évidemment, encore une fois, carton rouge, carton je sais pas combien pour vous, mais j'ai oublié Bellerin, et voilà, vous me le dites toujours pas. Mais Defredo dans le chat dit et Bellerin, et Vigners qui lui répond, il est parti libre au Barça. Merci pour ces précisions les gars dans le chat. Discrètement, mais... Voilà. Voilà, il y a Bellerin. Une nouvelle info sur Douglas Lewis, mais à prendre avec des pincettes. Un journaliste, Kasha Ryan, je connais pas, annonce une offre de 25 millions de livres sur le point d'être acceptée. Je connais pas ce journaliste, donc je ne peux pas dire s'il est fiable ou non. Sur ces départs, les gars, alors pour éviter de parler des jeunes, parce que les jeunes, on a compris que c'était pour l'expérience et on verra ce qu'il en est après. Sûrement, certains auront leur chance dans l'équipe première dans les années à venir. On pense notamment à Balogun qui a une chance, s'il continue sa saison avec Reims comme ça, de revenir dans l'effectif et d'avoir une place un peu comme Eddie Nketiah en ce moment pour planter ses buts. Pour ce qui est de l'équipe première, Clément, c'était nécessaire de faire ce ménage, de laisser partir les indésirables, même si c'est pas tous des indésirables, mais voilà, de laisser partir les joueurs dont on n'avait plus besoin pour assainir un peu cet effectif. Ouais, carrément. Je pense surtout qu'il y avait beaucoup de joueurs. C'est bien qu'ils partent pour le club, mais aussi pour eux. Je pense notamment à Bellerin et Maitland Nice, par exemple. Bellerin, ça fait plusieurs saisons maintenant qu'il traîne son spleen. On ne sait pas trop quoi en faire. On sent qu'il est plus là et que de toute façon on n'en fera rien. Et Maitland Nice, le gars, depuis qu'il est arrivé dans le groupe, on a l'impression qu'il est juste en transit. On ne sait pas effectivement où il joue, ce qu'il fait, pourquoi, comment. Et ça nous pénalisait nous parce qu'on avait des joueurs qui n'étaient pas forcément impliqués, puis ça les pénalisait eux parce qu'ils avaient la tête ailleurs. Je pense qu'à tout point de vue, sportivement, c'était important effectivement de conserver un noyau dur de joueurs qui est très impliqué. Et j'aime bien aussi ce que ça démontre en termes d'état d'esprit de la part de l'ensemble du club, c'est-à-dire que même si financièrement ça représente des petits sacrifices de les laisser partir sans contrepartie ou ce genre de choses, puisque sportivement il le faut, on va essayer de trouver la meilleure solution, bien évidemment. Mais malgré tout, c'est fait. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'être le meilleur sur le terrain et de faire la meilleure saison possible. Donc, ne serait-ce que pour ce que ça renvoie, je pense que c'est une bonne chose de fait. C'est des choses qu'il fallait faire. Alors, juste pour faire le point un peu sur Douglas Lewis, je vois un peu tout et son contraire sur Twitter en scrollant, c'est absolument terrible. Mais alors, on a Fabrizio Romano qui nous dit sur Twitch que Arsenal continue de pousser et d'essayer. Il dit on verra jusqu'à la fin, il n'y a pas encore d'accord. Et quand on descend et qu'on scrolle notre fil sur Twitter, on voit qu'apparemment Arsenal a abandonné, qu'il n'y a pas assez de temps pour faire la visite médicale, qu'il n'y a pas assez de temps pour signer le contrat, etc. Donc je pense qu'on ne saura jamais la fin de cette histoire avant la deadline.
On va attendre la fin et on verra, mais voilà, en Football Daily qui en remet une couche avec Arsenal est en train veut remettre une troisième offre avec 23 millions plus 2 millions de bonus pour Douglas Luiz. Voilà, on entend tout et son contraire, on va attendre la fin. Et voilà, peut-être qu'on le signera, peut-être qu'on le signera pas. Je pense que ça va se jouer dans les dernières minutes de ce mercato estival. On parlait des départs. Thomas, ton avis un peu sur cette stratégie du côté des départs et cet assainissement, comme je l'ai dit avant pour Clément, de l'effectif. Bah, on voit surtout que ça paye, quoi. Que ça paye parce que on l'a bien vu en ce début de saison, l'état d'esprit, c'est plus du tout le même que ce qu'on a vu il y a pas si longtemps de ça. Je sais pas si vous vous souvenez des prises de tête, Pablo Mari, Bernd Leno en plein match, qui se gueulaient dessus, pendant, toute une mi-temps, enfin une ambiance, vraiment, toute pourrie entre les joueurs, Aubameyang, capitaine fantôme, enfin voilà. On était quand même sur un état d'esprit, d'équipe, très limite et ça se voyait sur les performances. Aujourd'hui, évidemment, ça fait chier tout le monde de perdre des joueurs à des prix, défiant toute concurrence. Enfin, c'est vraiment, liquidation totale, c'est les soldes. Mais aujourd'hui, on voit que, on a des joueurs qui sont des paris, hein. On a certains joueurs qui sont des vrais paris à certains endroits, mais qui sont concluants, mais surtout le collectif qui surpasse le reste. Parce que c'est vrai en qualité pure, notre équipe, pour moi, ne surpasse pas un Liverpool, un City, voire même un Chelsea. Mais clairement aujourd'hui, en termes de performance, on est au-dessus, quoi. On est au-dessus et j'ai envie de dire, les départs sont aussi importants que les arrivées. À ce niveau-là, parce qu'ils leur ont fait de la place, parce que ça fait de la place sur la masse salariale, parce que ça assainit l'état d'esprit. Je pense aussi que, de renvoyer un signal, et Arteta l'a assez rappelé, sur l'état d'esprit de Martin Odegaard, qu'il l'a choisi pour son état d'esprit, qu'il a pas choisi pour son expérience, il a pas une expérience plus importante que les autres, particulièrement, c'est pas un taulier, mais il l'a vraiment choisi pour son exemplarité, pour, sa capacité à être suivi en fait par le groupe, mais par son investissement, le côté droit qu'il a dans son travail, dans ses exercices. Donc on voit bien qu'il est en train de recréer des modèles différents et qu'il est très attaché au côté, euh, comment dire, exemple positif. Exemple positif, mais clairement, et comme je l'ai dit tout à l'heure vis-à-vis d'Aubameyang, je pense qu'il a été échaudé par le côté OK, Aubame, c'est une star, on lui a fait une prolongation en or plaqué, et clairement après, il nous a pas rendu l'appareil. Donc voilà, je pense il a complètement changé de logiciel, il a complètement changé de. Et Edu l'a suivi aussi là-dedans, et le board les a suivis là-dedans, mais on n'est plus du tout sur le même modèle d'équipe et le même modèle de club, hein, j'irais même plus loin. Ouais, j'étais en train encore de scroller sur Twitter, voir un peu les infos, mais il n'y a pas de nouvelles infos. Par contre, je vois beaucoup de gens dire sur Twitter si, par exemple, si Sambi se blesse, comment on fait si on n'a pas de troisième, enfin si on n'a pas de nouveau milieu de terrain. On verra, on va attendre la fin de ce mercato. On Et, va, et- et si, ouais, et vas-y. si on, pardon, excuse-moi, mais moi je me pose la question, si on signe pas Douglas Luiz, est-ce qu'on considère que c'est un échec? C'est une erreur? Pour vous, c'est quoi? Enfin, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Parce que là, c'est vrai qu'on nous a mis ça sous le nez, donc on a envie qu'il signe, etc. Mais clairement, s'il signe pas, pour vous, c'est un coup dur, ou c'est genre, c'est superficiel? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Moi, moi, je je trouverais pense ça pas. dommageable quand même. Ouais. Je pense pas que ce soit un coup. Et Ouais. Vas-y, Clément, vas-y, Clément. désolé. Euh, un coup dur, non, le mot est peut-être fort, mais je pense que ce serait vraiment dommageable malgré tout. Pas spécifiquement ce jour-là, mais le fait qu'il faille quand même un milieu de terrain supplémentaire pour tenir la saison, surtout qu'on sait que nos joueurs sont sujets aux blessures. Puis on voit bien que la volonté du club, c'est d'en trouver un de milieu, donc quelque part, sans que ce soit un drame.
serait un bémol sur le mercato. Plus qu'un échec, ce serait un bémol. Corentin, vas-y. Ouais, moi Douglas Luiz, je pense pas que ce soit considéré comme un échec parce que je pense pas qu'il était dans les plans initiaux. Je pense plus que ça a été un gros coup de jus suite à la blessure de Elneny et Partey. Moi là où je suis un petit peu, moi j'ai le gros bémol on va dire de ce mercato, c'est la piste Tielemans. On nous a vendu pendant 3 mois comme la solution numéro 1 au milieu de terrain et au final on se retrouve le 1er septembre avec pas de Tielemans. Alors que des posts sur Arsenal French Club, on en a fait cet été sur Tielemans. Claire. Et au final, voilà, on se retrouve avec pas de Tielemans. Donc moi, je trouve ça c'est pas de notre faute. Hein. Ouais. Et franchement, je trouve ça, ouais, c'est pas de la faute, c'est pas de notre faute, mais je trouve ça un peu énervant, quoi, d'avoir suivi cette piste pendant 3 mois et qu'au final, on se retrouve sans lui. Je trouve ça un peu énervant, quoi. Ça nous laisse sur notre faim, quoi. C'est surtout qu'en plus, les posts que nous on a relayés, c'est des sources sûres et c'est pas voilà, la piste, tout le monde le sait qu'on la suivait. Après, pourquoi est-ce qu'on n'a pas enclenché cette option je sais pas. Thomas, je crois que tu voulais dire quelque chose. Ouais, je voulais dire quelque chose. Ah oui, est-ce que tu penses pas, Corentin, que c'est pas avec la blessure d'Elneny et de Partey suivi qu'on s'est décalé tout de suite sur Tielemans? Genre s'il n'y avait pas eu ces blessures-là, on aurait signé Tielemans et on se serait pas tourné vers David Luiz. Parce que ça fait, c'est pas panic buy, mais on va pas y arriver. On va pas y arriver. Il commence à être tard. David Luiz, faut pas parler de ça. Je savais que j'allais la faire. J'y ai pensé toute la journée. Je me suis dit ce soir, c'est sûr, je vais l'appeler David Luiz à un moment donné. Voilà, c'est fait. Il est 21h53. On re-signe David Luiz. Faire des cauchemars. Oh, qui c'est qui m'a parlé de ça tout à l'heure? Là, j'étais sur le live d'RMC Sport et il y a un gars de l'émission qui m'a quand même dit que avant on avait des cadres comme David Luiz, mais on avait des ténors de l'équipe, c'était David Luiz. J'ai failli lui dire. Qui c'est qui t'a dit ça? C'était le gars d'RMC Sport qui faisait là ils font de midi à minuit là, ils font un live entier. C'était qui? C'est pas Rémi qui est. Merde, faudrait que je retrouve son nom. Un jeune à lunettes blond, cheveux courts. Bref, il m'a dit ça tout à l'heure en parlant. Il disait ouais, les cadres comme Aubameyang, comme Lacazette, comme David Luiz. On a l'impression qu'on était David Luiz. On était l'impression qu'on était en mode on va le retrouver, on va le retrouver, on va lui dire David Luiz, c'est pas sûr. Ah ouais, je me suis dit mince. Bon. Donc bref. Pour revenir vas-y. Je pense que ce qui est un peu décevant, c'est qu'après avoir fait Zinchenko, qui était donc la dernière recrue en date, on s'est dit qu'il y avait deux besoins, un ailier droit pour suppléer Saka et un milieu de terrain supplémentaire. Et on se disait qu'il fallait d'abord dégager des personnes, notamment AMN et Torreira au milieu, ce qui a été fait, Pepe, ce qui a été fait. Et donc j'avoue que par rapport à ce postulat, c'est un peu décevant si on finit avec 0 recrue. Moi, je pense que Tielemans, on ne le fait pas parce qu'on juge qu'on a assez de vivier pour trouver des solutions au milieu de terrain au poste de Tielemans qui n'est pas un 6, qui est plus un 8. Donc on peut faire du Lokonga, on peut faire du Vieira, on peut faire du Xhaka, on peut faire du Zinchenko. Donc on a un vivier. Donc je pense que voilà, en plus le prix de Tielemans c'est 25 millions depuis un mois. On est d'accord avec le joueur. Donc il suffit de poser 25 millions ou 30. Donc a priori, je pense qu'on a juste décidé qu'on n'en avait pas besoin. Et c'est pour ça que Douglas Luiz, je pense qu'en termes de besoin, c'est plus prépondérant, surtout avec les blessures, ou même on sait que Partey de toute façon il est absent un mois et demi, et c'est une upgrade c'est mieux que Elneny. Après, ce qui est difficile en première ligue, ce qu'on a vu avec Neto aussi, avec Douglas Luiz, c'est que si les clubs ne veulent pas vendre, ils n'ont pas besoin de vendre. Ils peuvent s'asseoir sur 20 millions, même s'ils partent libres dans un an, Southampton, 20 millions ne sont pas à 20 millions près. Mais bon, ils ne sont pas à 50 millions près. C'est ça qui rend difficile les transferts. Je vois dans le chat, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas pensé à cette solution, mais Viner, c'est David Gunner qui nous disent est-ce que justement on signerait pas Tielemans, en tout cas on négocierait pas avec lui en janvier pour qu'il nous rejoigne gratuitement à l'été prochain en fait. C'est peut-être ça aussi. Est-ce que nous on est capable d'aller aligner 30 millions alors qu'on peut attendre 6 mois pour le signer gratuit quoi? Puisqu'il y a la Coupe du Monde en plein milieu aussi. Oh, je viens de lâcher un blanc. Franchement, je rejoins Hansa et je me dis, mais
si à un moment donné on le voulait, il y avait juste à poser la somme. Enfin, tout le monde était d'accord. Il y avait aucun souci. À aucun moment on a fait une offre. Il n'y a jamais eu d'offre faite. Je me dis, bah, c'est qu'à un moment donné, il y a on sent que c'est pas, enfin, je sais pas, c'est pas si évident que ça, quoi. On sent il a assez. Moi, je pense aussi que Granit Xhaka a été beaucoup plus performant que ce qu'Arteta pensait. En tout cas, il a été plus convaincant que je pense que tout le monde. Hein. Je pense qu'il a quand même surpris pas mal de monde. Et du coup, je pense que ça l'a fait réfléchir sur Tielemans. Je pense vraiment que Xhaka, les performances de Xhaka du début de saison font que j'ai dit j'ai pas tant besoin que ça de Tielemans, je préfère me concentrer sur un ailier parce qu'on a plutôt cherché un ailier avant les deux blessures, hein. On était vraiment plus sur Neto, sur l'Ukrainien Mudryk, je crois que ça s'appelle. Mais on n'a pas trop parlé de 6. Hein. On a parlé de 6 juste là. Pour moi, c'est vraiment lié aux blessures, mais sinon, on n'était pas du tout parti sur un 6. On va pas tarder à finir cette émission puisqu'on arrive à 1h30 d'émission et il est quasiment 22h. Je voulais juste finir sur vous pour vous demander, voilà, on arrive à la fin de ce mercato, on n'a pas fini, on va peut-être signer Douglas Luiz ou pas. Quels sont, peut-être cet hiver, ou quels sont les manquements, quels sont les besoins de cette équipe actuellement? Je vais commencer par toi, Clément. Et c'est dur comme question. Vu le début de saison et que tout roule, j'ai envie de te dire que la seule chose qui peut nous arriver, c'est des blessures en cascade, encore plus que ce qu'on a maintenant, je veux dire. Mais c'est trop dur de se prononcer maintenant. La saison vient juste de démarrer. Gros manquements, on les a un peu comblés avec les arrivées de cet été. Là, bah, il y a les blessures qui arrivent de manière imprévisible, mais c'est compliqué. Si peut-être un ailier à droite, effectivement, où on sent que Saka peut des fois être un peu à bout de souffle, c'est normal vu son volume de jeu et le nombre de matchs qu'il peut faire par an, mais là comme ça, on n'a pas assez de visibilité sur la suite de la saison pour déjà se prononcer par rapport à ça, je pense. Je voyais des petites infos sur Douglas Luiz, James Benge qui dit: jusqu'à la fin du mercato, les choses peuvent changer pour Arsenal, mais les sources autour du club sont plutôt pessimistes sur Douglas Luiz. Voilà, après, tout peut se passer encore une fois jusqu'à la fin de ce mercato. Corentin, les besoins de cette équipe pour que finalement on ait un effectif complet et qu'on arrête de voir des gens se plaindre partout dans les commentaires de nos posts, etc. etc. Bah, comme l'a dit Clément, on a tellement bien démarré la saison que là, je vois pas le besoin, je vois pas de besoin évident. Après, c'est vrai que ça me semblait très important quand même de prendre un backup pour Saka cet été. C'est vrai qu'on l'a pas eu. Après, moi, je comptais énormément sur Nelson avant qu'il se blesse. Donc, suite à la blessure de Nelson, je pensais qu'on allait recruter un ailier droit, mais malheureusement, je pense on aura rien. Donc, pourquoi pas cet hiver tenter un ailier. Après, il y a Marquinhos aussi qui peut exploser sur des matchs d'Europa League, on ne sait pas, donc peut-être qu'on n'aura pas du tout ce besoin-là cet hiver. Ouais, après il faut espérer qu'on soit épargné au niveau des blessures. C'est surtout ça, quoi. Je pense que si on est épargné à ce niveau-là, sachant qu'il y aura la Coupe du Monde, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais comme l'a dit Wieners dans le chat, la Coupe du Monde peut faire mal aussi avec les internationaux. C'est vrai qu'on a on a cette équation-là aussi de Coupe du Monde qui va débarquer en novembre-décembre. Comment les joueurs vont réagir physiquement avec cette compétition, ça va être le gros point d'interrogation. Donc, on est un peu dans l'incertitude sur le mercato d'hiver pour l'instant. Anzai, je vais finir par toi. Même question pour finir. Les besoins de cette équipe, quels sont-ils pour là, la fin de ce mercato et puis pour cet hiver? Je pense que les deux besoins, à mon sens, c'est un 6-1-8, un 6/8 qui peut faire les deux postes et un ailier droit. Après, je pense que d'ici l'hiver, on verra si, par exemple, Marquinhos arrive avec des matchs en Europa League à s'imposer comme une solution à droite. Est-ce que Pablo Vieira aussi, qui a joué pas mal à droite, est-ce qu'il peut s'imposer aussi à droite en solution viable? Et en 6-8, je pense qu'on a trop de blessures et des blessures qu'on sait qu'ils vont se blesser, notamment Partey.
Elneny ensuite. Donc si on parle vraiment en moi, je pense qu'on aura besoin d'un renfort à ce poste-là parce que je pense que Lokonga, ça peut effectivement faire le taf, mais il pourra pas jouer tous les 3 jours. Surtout, voilà. Donc moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est faire un 6-8 et après on verra parce que ce qui sera difficile, c'est que ça sera le mercato sera juste après la Coupe du monde. Donc il y aura potentiellement des joueurs qui vont éclore pendant la Coupe du monde. On sait, ils vont valoir double ou triple parce qu'ils ont fait 6 bons matchs en groupe contre la Suisse ou contre la Corée du Sud. Donc on verra. Et moi, je compte pas trop sur le mercato parce que je trouve que c'est un mercato où, de façon générale, ce qui est disponible, c'est soit tu surpayes, soit tu prends un joueur qui est un peu indésirable, qui a fait une moitié de saison un peu nulle et qu'il faut relancer et du coup il est un peu disponible quoi. C'est pas le mercato où tu arrives à choper le joueur star ou le joueur titulaire d'un club qui va bien quoi. Donc on verra. Thomas, finalement, on va finir par toi. Je crois que tu as une info à nous donner pour finir cette émission. Ça y est, enfin une info sûre et certain. Vérifiée, recoupée, Tu te fais, avec nos envoyés spéciaux. tu te fais chambrer hein, dans le chat. Ah, j'ai perdu toute crédibilité, putain de merde. Ainsley Maitland-Niles qui signe à Southampton en prêt avec une option d'achat et son contrat avec Arsenal est prolongé jusqu'en 2024. Voilà pour notre petit Ainsley qui est grand sourire sur la photo. Il est très, très content de partir. Très heureux, très heureux. Grand sourire. On est très content pour lui. La prochaine fois que tu viens dans une émission, on va t'appeler Fabrizio. Voilà, change de pseudo pour l'émission de la semaine prochaine. Exactement. Tu n'auras pas le même Fabrizio. pseudo. Merci. Je Voilà. vais faire ça. Ouais. Merci Winners. Ouais. Mais pareil, je rejoins Corentin. Moi, je veux un ailier à cet hiver parce que c'est un autre truc, mais je trouve que Saka baisse un peu de niveau et il a besoin de concurrence. Je trouve qu'il a pas assez de concurrence. Faut pas qu'il s'installe trop et c'est vraiment nécessaire d'avoir un. Et je pense que si on l'a cherché autant le Neto ou le Rafinha, etc., alors qu'on sait très bien qu'il joue à son poste, c'est pas pour rien. C'est que je pense qu'il sent que Bukayo s'assoit un petit peu sur ses lauriers. Il est peut-être aussi un peu fatigué. Bien sûr. Moi, je bien me sûr. sens plus cramé que. Ouais, moi aussi. Je sens qu'il est un peu fatigué et qu'il a moins on va dire, de créativité naturelle dans son jeu. En fait, il est un peu, il a dans une passe où c'est un peu stéréotypé ce qu'il fait, mais ça va revenir. On connaît tous son talent. Bref. Merci beaucoup messieurs pour cette émission d'1h30 sur ce mercato et puis le débrief d'Aston Villa. Nous on va se retrouver donc lundi soir pour comme d'habitude l'émission de Arsenal French Monday. Là on a dérogé un peu à la règle parce qu'il y avait la fin du mercato. Mais voilà, on se retrouve lundi soir. J'ai pas en tête qui sera présent, mais en tout cas j'espère que vous serez présents. Et encore merci beaucoup d'avoir été si nombreux. Je voyais le petit nombre sur Twitch, vous avez été une cinquantaine au début et quasiment 40 de moyenne toute la soirée. Donc merci encore beaucoup à toutes et à tous de nous suivre. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie. Et puis n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner, à repartager nos posts, etc. à nous suivre. Ça fait extrêmement plaisir. Anzai, merci beaucoup à toi d'être venu. C'est la première fois que tu viens dans l'émission et ça fait extrêmement plaisir. Et c'était très cool de t'avoir. Merci beaucoup. Merci Anzai. C'était très plaisant, c'était riche, c'était costaud. Ouais, c'était une bonne émission. Je pense qu'on est tous claqués. Il reste encore 1 heure de mercato, donc on va suivre ça, mais on peut pas aller jusqu'à la fin de la soirée, sinon je sais pas dans quel état on finit. Merci beaucoup Corentin, Clément et Thomas. Merci beaucoup les gars. Merci à toi Albin. Merci Albin. Pas de soucis les gars, et donc on se retrouve donc lundi et on espère une victoire dimanche face à Manchester United. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.